Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à deux actions que nous avons déjà eu l'occasion de survoler à l'occasion de deux autres vidéos du droit des contrats. Il s'agit de l'action polienne et de l'action oblique. Mais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons reposer le contexte, les bases. On le rappelle, l'article 1100 du Code civil dispose que les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. L'article 1101 du Code civil, quant à lui, nous dit que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Il faut ensuite prendre en compte l'effet relatif des contrats, sujet sur lequel vous trouverez une vidéo dédiée sur la chaîne YouTube. Ainsi, l'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, alors que l'article 1199, lui, nous dit que le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat, ni se voir contraints de l'exécuter. Qu'est-ce que sont donc l'action polienne et l'action oblique et comment s'articulent-elles dans ce contexte ? Il s'agit de deux actions dérogatoires à l'effet relatif du contrat et vous allez très vite comprendre pourquoi. Commençons en premier par l'action oblique. L'article 1341-1 du Code civil la définit ainsi, je cite, « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. » Ainsi, le créancier qui est pourtant tiers au contrat en question va avoir la possibilité, le droit d'exercer les droits de son propre débiteur que celui-ci devrait, mais n'exerce pourtant pas, à l'encontre de ses propres débiteurs. Ce serait par exemple le cas lorsque le débiteur insolvable ne réclame pas l'argent qu'on lui doit aux personnes qui lui doivent et qu'il doit lui-même à un autre créancier. Cet autre créancier pourra donc exercer pour le compte de son propre débiteur les droits de celui-ci et récupérer l'argent qui était dû au débiteur auprès de ces autres personnes. En plus clair, A et B sont liés par un contrat, tout comme B et C. B ne récupère pas l'argent que C lui doit et B du coup ne donne pas l'argent à A. A pourra donc exercer les droits de B contre C et faire réintégrer dans le patrimoine de B l'argent que C devait à B. Suite à cela, A pourra agir contre B pour récupérer cet argent nouvellement réintégré dans le patrimoine de B. Donc l'argent récupéré réintégrera le patrimoine du débiteur négligent et non pas celui du créancier exerçant l'action oblique. Ainsi, si le créancier est un créancier chirographaire, c'est-à-dire disposant d'un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur, et qu'il n'est pas le seul créancier chirographaire, il n'est pas sûr de récupérer sa créance dans sa totalité. En effet, l'action oblique faisant réintégrer le bien dans le patrimoine du débiteur, elle bénéficie à tous les créanciers de ce débiteur et non pas uniquement à celui qui a effectué l'action oblique. C'est pas cool pour lui quand même. Cette action n'est possible que si quelques conditions sont réunies. D'abord, elle concerne les droits et actions à caractère patrimonial et à l'exception des droits et actions exclusivement rattachés à la personne du débiteur. Le débiteur est un débiteur négligent, c'est sa carence qui motive l'usage de l'action oblique. S'il a déjà agi, la carence ne pourra pas être retenue. Souvent, le créancier mettra alors en premier le débiteur en demeure d'agir avant de se tourner vers l'action oblique. Intéressons-nous maintenant à l'action polienne, à ne pas confondre avec la précédente puisqu'elle ne s'opère pas dans les mêmes conditions. L'article 1341-2 dispose que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur
en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers co-contractant avait connaissance de la fraude. Ici, nous ne sommes donc pas en présence d'un débiteur négligent, inactif, mais bien d'une fraude. La fraude se caractérise par une intention de nuire, ou tout du moins de la conscience de cause de tort au créancier. Ici également, vous le noterez, le créancier agira en son nom personnel. Et les actes concernés peuvent être des actes à titre onéreux comme des actes à titre gratuit. L'action polienne aura pour conséquence de rendre inopposable au créancier ayant agi l'acte intervenu en fraude de ses droits. Donc, contrairement à l'action oblique, qui bénéficie à tous les créanciers du débiteur, l'action polienne, elle, ne profite qu'à celui qui a intenté l'action. De plus, le bien ne réintégrera pas non plus, dans le cadre de l'action polienne, le patrimoine du débiteur. Voici donc encore une différence avec l'action oblique. L'acte contesté restera valable entre les parties, mais il deviendra inopposable au créancier ayant procédé à l'action oblique. Il pourra donc, ce créancier, agir directement auprès du tiers co-contractant mentionné dans l'article 1341-2 du Code civil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.